RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. On parle beaucoup des conflits dans la fonction publique, conflits à la SNCF, mais on a un autre conflit aujourd'hui qui commence, une mobilisation qui s'annonce importante, on parle de 60 à 80% des salariés, c'est le conflit chez Carrefour. Oui, évitez de faire vos courses chez Carrefour, ça sera sans doute fermé. C'est assez rare, une mobilisation aussi importante dans la grande distribution, et c'est pour ce week-end de Pâques. Les négociations pourtant avec la direction pour les plans qui sont prévus chez le géant de la distribution, qui a changé de patron, maintenant c'est Alexandre Bompard, avance correctement, nous dit-on, mais il y a quand même cet appel à la grève pour maintenir, semble-t-il, une pression. Appel à la grève de FO et de la CFDT. Donc, perturbation attendue dans les magasins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça touche pas seulement les personnels, les caissières, etc. Même les cadres aussi se mettent de la partie. Donc, c'est sans doute un mouvement qu'il faudra suivre de près, Étienne. Ouais, et moi, je veux dire, alors j'imagine c'est encore des feignants, mais... Pourquoi tu parles avant que j'ai parlé ? Je sais pas, parce que visiblement, les gens qui se mettent en grève sont des feignants. Donc, les gens qui se le mettent tout le temps en grève, oui. Alors, moi, ceux qui le font une fois de temps en temps, tu vois, au moins ils sont écoutés. Je trouve sur cette question-là, on est vraiment dans un espèce de piège qui s'est refermé sur les salariés, parce que je me rappelle de cette époque incroyable où l'hypermarché était la solution pour tous. Alors on a cassé des villes entières en autorisant des installations d'hypermarchés à l'entrée de la ville. On a vidé des centres-villes. Je me souviens même ici de débats avec Pascal. L'hypermarché, c'est vraiment l'avenir. Et puis voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'hypermarché ne répond pas. Ne répond plus à ce qui est devenu la France et à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a cassé des endroits entiers de campagne pour faire des hypermarchés, et maintenant ça va plus. Il faut les diminuer. Il faut refaire des marchés à taille humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de gestion par les patrons de Carrefour. Et maintenant, qui est-ce qui va payer l'addition ? Évidemment, c'est les salariés. Et je comprends leur colère. Je la soutiens, et demain j'ai un Carrefour juste à côté de chez moi. Si il faut aller les soutenir, j'irai les soutenir. Alors, deux choses dans les revendications des salariés. Il y a le plan social de la direction qui prévoit des suppressions de postes, ou à chaque fois on dit des plans de départ volontaires. Et puis ensuite il y a l'intéressement chez Carrefour, c'est-à-dire qu'il y avait un fort intéressement en 2016 qui avait été de 610 €, et là pour 2017 l'exercice ce serait 57 €, le niveau moyen de l'intéressement. Et si tu veux, les salariés disent c'est pas possible, on peut pas passer de 610 € à 57 € quand on regarde les actionnaires et autres. Donc ils demandent un effort, et ce sont les négociations du moment. Maxime. Les salariés dénoncent ce dont est responsable malheureusement ce qu'on appelle les fameuses grandes 4 centrales d'achat qui depuis des années tuent notre agriculture, tuent nos producteurs, tuent tout ce qui pourrait éventuellement garantir à nous consommateurs de s'approcher davantage du local, faire les marchés, avoir de bons produits. Il faut savoir que pour des enseignes qui se réclament un peu du néolibéralisme, ils sont seulement 4 centrales d'achat pour je ne sais combien de producteurs. Donc il est en effet grand temps qu'on se révolte contre ce genre de système, évidemment, et heureusement, et je soutiens évidemment cette grève. Toi aussi tu soutiens les salariés? Oui, parce qu'en fait je trouve ça dégueulasse que depuis des années, si tu veux, on achète... et c'est pas contre ça qu'ils se soulèvent. Non, mais on fait un plan d'accord, on vire des salariés, ça va certainement faire davantage de profit, et au final, on en revient à remettre en cause éventuellement un système. Moi, c'est comme ça que j'interprète. En tout cas, je constate une chose pour Étienne, c'est que quand on fait grève pas souvent, on est écouté, ça fait un sujet, et vous pouvez être sûr qu'ils obtiendront en partie au moins gain de cause. Alors que quand on fait grève tous les 4 matins, les gens en ont ras-le-bol et on n'est pas entendu. Et au contraire, on cabre, on dresse la population contre soi. Je le dis à toutes fins utiles. Après, je crois que moi, je suis assez d'accord avec les effets néfastes de la grande distribution. Je pense que y a quelque chose de monstrueux dans les hypermarchés. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un vrai hypermarché, pas un supermarché, mais un truc, mais c'est démentiel. Attends, mais t'es déjà rentré, c'est démentiel. Oui, ça nous est arrivé dans nos courses, mais non, parce que arrivé de faire des... Moi, je vais tout le temps dans des supermarchés, tu vois, donc c'est déjà très grand et tout, mais
j'avoue que je suis rarement allé dans un hyper, ce qu'on appelle un hyper, espèce de truc qui fait des milliers de kilomètres. T'as 150 beurres différents, etc. Mais on voit bien que c'est de la folie écologique, folie industrielle. Ça rend les gens dingues. Ils y passent leur journée. Tu sais, tu passes ta journée dans le truc, tu déjeunes sur place, etc. Choisir le beurre. Pour choisir ton beurre, évidemment. Imagine, t'es quelqu'un qui a du mal à se décider. Tu vas de produit en produit, tu passes une demi-heure à chaque fois. Tu sais, c'est quand tu arrives à la caisse et que tu as oublié quelque produit. Oui. Et là, tu te dis, t'appelles un taxi. Tu prends un taxi. Tu dois repartir au fond de l'hyper. T'appelles un Uber. Tous les gens cardiaques, ils font leurs courses là-dedans. Non, mais alors, attends, il y a un paradoxe. Parce qu'on tape à longueur de journée sur la grande distribution, coupable de tous les problèmes de la planète. Les agriculteurs, la société de consommation qui nous tue, etc. Et puis là, il y a un mouvement de grève, parce qu'à Carrefour, ça va moins bien, il y a un problème de participation, et là, on se dit, mais quand même, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, la grande distribution, ça emploie beaucoup de monde en France. Il faut écouter les salariés. Oui, mais ça emploie aussi beaucoup de monde. Ce sont des employeurs, la grande distribution. Faut pas l'oublier. Et à force de taper sur la grande distribution, faut pas s'étonner ensuite qu'elle connaisse aussi des difficultés. Je dirais aussi un mot, c'est que on constate tous les ans que ces très grandes entreprises font des profits démentiels. Carrefour, c'était dur. Non, mais quand même. Ils s'installent à l'étranger. C'est démentiel. Et ça, tant mieux qu'ils s'installent à l'étranger, tant mieux. Ils sont en Chine. Voilà, mais c'est formidable, c'est génial. C'est très bien. Mais on constatera aussi que les grandes entreprises en France ont renoncé à payer bien leurs salariés. C'est-à-dire que si tout ce système-là, s'il y a des telles marges, etc., c'est notamment parce que on laisse énormément de gens au SMIC ou à peine au-dessus du SMIC. Quand ils viennent demander une augmentation, on leur explique que non, que là, il y a des restrictions budgétaires. On a tout un petit langage fleuri et très élaboré pour refuser. Et moi, je trouve qu'il faudrait renouer en France avec une pratique de bien payer les salariés. Et ça ferait du bien à tout le monde, ça rendrait le pays plus prospère. Ce qu'on veut. Et l'intéressement, c'était une des causes, que ce soit là ou chez Auchan, c'est très important. Ouais. C'est effectivement une des causes pour lesquelles les salariés acceptent des salaires assez petits, etc. Parce qu'il peut y avoir des très bons, très bons. Je tiens à dire quand même que les gouvernements successifs continuent finalement à accepter ce genre de grande surface, parce que quand un député de La République En Marche a proposé un moratoire contre l'abus de construction, qui c'est à peu près, je crois, un stade de foot tous les 3 jours, et figurez-vous que le Conseil constitutionnel et Bercy ont décidé de refuser ce moratoire au nom de la liberté d'entreprendre. Alors, puisque tu parlais de Carrefour on est dans un état encore quand même où la liberté d'entreprendre et le commerce est libre. Actionnaires faire un moratoire pour éviter que cela détruise nos entrées de ville. Si les gens n'ont pas envie d'y aller, les gens retournent petit à petit. Les gens retournent dans les commerces. Mais oui, bien sûr, les gens retournent chez leur boucher, chez leur fromager. Et moi, je suis sûr que le commerce de proximité va renaître. J'espère. Puisque tu parlais des dividendes, Carrefour avait versé 523 millions en 2016 de dividendes. Mais il y a plein de petits actionnaires. Ouais. Dans le monde de Macron, on a une audience ce matin. Oui. Celle de Johnny. En fait, c'est l'audience d'il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, qui avait été reportée aujourd'hui, le temps que les différentes parties, en particulier dans le camp de Laura et de David, puissent prendre connaissance des documents concernant le trust. Ça a été fait. Visiblement, les avocats Laetitia Hallyday ont fourni aux 2 aînés de Johnny, David et Laura, les précisions sur le trust qui est en faveur de Laetitia Hallyday et qui contient tout le patrimoine Hallyday, sauf ses biens immobiliers en France. On l'a appris en lisant Libé hier, puisque Libé s'est produit le détail de ce trust. Donc tout le monde va se retrouver cet après-midi au tribunal. Ça va durer des heures, parce que chacun va plaider pendant des heures. Et on va surtout statuer, semble-t-il, sur la sortie de l'album, oui ou non, sur le gel peut-être des avoirs de Johnny le temps que la justice passe. Ça va durer, nous dit-on, cette justice des années avant qu'on arrive à se mettre d'accord. Quand on interroge des avocats, ils disent que le trust est très bien fait, donc ça a été bien pensé pour effectivement c'est pas illégal un trust. Non, et que Laetitia soit la seule bénéficiaire de ce trust. Mais comme le me disait très justement hier un avocat sur BFM TV, rien n'empêche. C'est pas parce que c'est Laetitia qui gère tout le patrimoine de Johnny qu'elle ne peut pas ensuite décider d'en donner une partie à David et à Laura. Et voilà. Et simplement, Johnny souhaitait, et c'était son souhait, et ça je pense que c'est bien maintenant, personne ne doute, c'était son souhait de confier tout à Laetitia pour qu'elle s'en occupe.
Moi, j'ai jamais compris le débat. Johnny, je pense qu'il avait son idée dans la tête. Il a 2 petites filles toutes petites. Voilà, il assure leur avenir. Oui. Et puis ses 2 autres enfants, ils ont déjà enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est très bien. Et il a fait ce qu'il voulait. Il a tout réglé avant de mourir. Je trouve ça, c'est son droit. J'ai jamais compris pourquoi il y avait un débat. C'est son affaire personnelle. Moi, personnellement, parce que la question était de savoir, comme le dernier testament était récent, c'est s'il l'avait fait en pleine conscience ou pas. Visiblement, on a vu des interviews de lui récentes. Il avait l'air d'être en pleine conscience. Donc, je vois, il fait des choses de façon volontaire et enfin, c'est son affaire, quoi. Après, la morale, Non, pas morale. En France, c'est pas la culture française. On ne désire pas ses enfants. Oui, voilà. Donc, il était américain, là. Ah bon, il est américain, Johnny. Enfin, tu vois, oui, il vivait aux États-Unis. D'ailleurs, il a voulu toute sa vie avoir un nom américain. Il a fait que de la musique américaine et c'est lui qui a amené la musique américaine en France. Donc, c'est pas mal. Monsieur Maxime, je trouve que c'est très bien que enfin la justice puisse se prononcer. Après, bon, on peut mettre Laetitia Hallyday sur écoute, moi je trouve. Oui, je pense que c'est une bonne. Toutes ces conversations pour savoir précisément. Après, je pense qu'on a su voir que Laetitia Hallyday avait fait en sorte de s'accaparer plus ou moins un maximum de pouvoir sur Johnny. Donc bon, c'est maintenant, sa femme en même temps, 23 ans. Non, mais on n'en sait rien. Donc voilà, c'est à la justice que ça se fasse. Voilà. Puisqu'on parle de justice, on a appris hier soir que Nordal Lelandais avait avoué le meurtre du caporal Arthur Noyer. Alors, ces aveux, c'est vrai que ça effraie un peu, parce qu'après Mélis, maintenant le caporal Arthur Noyer, et on sait qu'autour de Nordal Lelandais, d'autres dossiers sont en attente. Ça ne veut pas dire qu'il est impliqué et qu'il est coupable, mais simplement on ressent comme une espèce de parcours meurtrier autour de Nordal Lelandais. Oui, et à chaque fois c'est toujours un peu la même façon de faire chez le Lelandais. Il nie, il y a toujours des explications, puis finalement il finit par avouer. Il l'a fait pour Maëlys, alors il dit qu'il l'a tué par accident, donc ça il faudra quand même qu'on le démontre. Et puis là il a avoué enfin avoir tué le caporal Arthur Noyer, alors qu'au départ il disait que non. Il l'avait certes rencontré, mais qu'ensuite leur chemin s'était séparé. C'est une personnalité tout à fait. J'ai lu des choses sur sa personnalité. C'est une personnalité tout à fait intéressante. De psychopathe. Et ça m'a fait penser au type qui a été responsable de 70 viols. Enfin, on en est à 70, mais je crois qu'il y en a plus. 70 viols dans le nord de la France. Ouais. Le type qui partait bosser tous les matins avec son sac et qui, le gars, pendant 30 ans, marié 2 enfants, des petits-enfants. Pendant 30 ans, il a violé régulièrement des jeunes filles et même des gamines. Lui-même s'attribue une quarantaine d'agressions, de viols. Voilà, alors on en est à la 70, et le gars, quand tu vois sa personnalité, c'est Hyde et Jekyll, quoi, le gars, et personnalité tout à fait normale, il part bosser le matin, il embrasse sa femme, et il viole des gens. Et là, le Landais, il y a ça, c'est-à-dire... Il y a un côté aussi manipulateur. Oui, le côté manipulateur, ça, incontestablement, mais il y a ça aussi, quoi, c'est le type je me souviens d'avoir vu sur Twitter, pendant tout un temps, avant qu'il avoue le crime odieux de Maëlys, des gens qui le soutenaient, en disant, il y a eu un mort à machin, ça va être encore Nordal Lelandais, et qu'on va l'accuser de tout et tout. Et on voit qu'en fait, tout est possible, c'est un vrai malade, un vrai psychopathe. Ce sont les nouvelles technologies, c'est le bornage des téléphones, comme on dit, parce que c'est l'expression consacrée maintenant. Enfin, le terme technique plutôt, c'est le bornage. C'est-à-dire que tu arrives à repérer le parcours de cet homme par rapport aux heures auquel il était avec Arthur Noyer. Le parcours de sa victime. Voilà, le bornage. Il a téléphoné à cette heure-ci au moment où Arthur Noyer lui-même montait dans sa voiture. Arthur Noyer, là, qui d'un seul coup découvre ça. Ça faisait un an qu'ils attendaient de savoir précisément ce qui était arrivé à leur fils, Maxime. Moi, je suis totalement effrayé. Je veux dire, ça te fout la trouille. Totalement. Enfin, c'est totalement effrayant. C'est-à-dire que à chaque fois, aux 4 coins de la France, on s'aperçoit que maintenant, à chaque fois qu'on a perdu quelqu'un ou à chaque fois que quelqu'un est disparu, on va penser éventuellement à Nordal Lelandais. C'est quand même dramatique. Il y avait Fourniret et Francis Saulme. Dès qu'il y avait une disparition, on pensait à Fourniret et Francis Saulme. Maintenant, on pense à Lelandais. C'est un peu un tueur en série des temps modernes. En gros, c'est affligeant. Enfin, et enfin, on vit un peu ça comme un feuilleton dont on n'a pas forcément envie de voir les prochains épisodes, mais c'est assez saisissant, oui. Il faudrait voir s'il n'a pas borné près du domicile de Xavier Dupont de Ligonnès. On aurait enfin le fin mot de cette histoire. Écoutez, moi, à mes yeux, les tueurs en série, c'est quelque chose de très mystérieux.
Je pense que ça tient quand même à l'évidence de la maladie mentale, à une schizophrénie, ou j'en sais rien, enfin quelque chose qui fait qu'on n'est quand même plus tellement... Enfin, en tout cas, on n'a plus de discernement. Je ne sais pas si on est maître de ces gestes, mais on n'a plus de discernement. On verra ce que dira la justice. Ça m'étonnerait qu'il échappe à une peine très très lourde, quoi. Ouais, là, il est en unité psychiatrique, hein, Nordal Lelandais. Et tout le travail aussi des experts et des profileurs, comme on dit, et enquêteurs profileurs, c'est petit à petit de le déverrouiller, c'est-à-dire de le faire parler. Qu'il ait commis le crime ou non, simplement, à ce moment-là, tu procèdes par élimination, mais le faire parler pour voir s'il correspond au dossier criminel. L'aveu... Donc c'est terrible. Oui, je sais, il y a l'aveu et les preuves. Imagine, il se rétracte. Il peut très bien, on a tous lu ici des polars, si ça se trouve, il n'a pas tué ce caporal. Il le dit. Il le dit. Oui. Mais si ça se trouve, il est en dépression, etc. Il finit par avouer tout ce qu'on lui demande d'avouer. Peut-être qu'il va se rétracter. Et si ça se trouve, quelqu'un d'autre a tué ce caporal. On n'en sait rien. Évidemment que ça paraît peu probable là, en l'état. Mais ce qui paraît très inquiétant, là, c'est le fait qu'il y ait une petite fille et un jeune homme qui soient victimes. C'est-à-dire que le gars a un champ... Enfin, c'est pas... Comme Fourniret et Francis Holm. C'est un peu le même. Fourniret a tué des jeunes et des moins jeunes, d'âge, les sexes différents, d'âge différents. Francis Holm également. Vrai. Et Lelandais aurait ce profil-là. Nordal Lelandais, c'est son téléphone portable, c'est la consultation aussi de son ordinateur. Pédopornographique. Voilà, les sites pédopornographiques qui a commencé à révéler la personnalité perverse de cet homme. Dans un instant, on se retrouve dans les grandes gueules pour revenir sur le coup de gueule. Et c'est pour ça qu'on l'a fait GG du jour de Florence Foresti, l'humoriste. Sauf là, elle ne plaisantait plus, Florence Foresti. C'est la mère de famille qui s'est exprimée. Kiosque, devanture de kiosque, les affiches vantant des magazines pornographiques. Elle dit non, c'est pas possible. C'est à la vue de tout le monde. Et donc, forcément, à la vue des enfants qui ont des yeux, qui ont un cerveau, et qui, en fonction de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils voient, des positions suggestives, c'est pas bon pour eux. Est-ce que vous partagez ce coup de gueule de Florence Foresti? 3216 rmc.fr, un peu de tenue à la une des kiosques, s'il vous plaît. C'est à vous en parler avec les grandes gueules.